Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct cet après-midi du Sénat. Après la séance des questions d'actualité au gouvernement, eh bien, nous allons bien sûr revenir sur les différents thèmes abordés par les parlementaires cet après-midi dans l'hémicycle. Mais nous allons commencer tout de suite cette émission avec Guillaume Garot. Bonjour, merci d'être avec nous. Ministre chargé de l'agroalimentaire, et on va bien sûr parler ensemble de la conférence de presse cet après-midi de Delphine Batho, qui a donc dû quitter le gouvernement hier, ancienne ministre de l'Environnement. Et Delphine Batho qui accuse très fortement cet après-midi le gouvernement. Elle dénonce notamment le tournant de la rigueur, selon elle, un tournant de la rigueur qui préparait la marche vers le pouvoir du Front National. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos? D'abord, je ne veux pas être dans la polémique avec Delphine, mais au-delà de l'amitié que je peux savoir pour elle, il y a des choses que je ne peux pas entendre. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et en particulier cette affirmation. Non, la politique du gouvernement ne fait pas le lit de l'extrême droite. C'est précisément l'inverse. Donc les propos de Delphine Batho sont aussi injustes que faux. Et quand je vous dis précisément l'inverse, parce que lorsque nous nous battons pour l'emploi, lorsque nous nous battons pour l'éducation, lorsque nous nous battons pour sauver le système des retraites, qu'est-ce que c'est si ce n'est redonner de la confiance, de l'espoir aux Français? Et c'est ça la mobilisation permanente, totale du gouvernement. Et c'est comme ça aussi évidemment qu'on lutte contre l'extrême droite. Elle se dit victime des lobbies, des arbitrages budgétaires. Elle met également en cause le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui arbitrerait directement les budgets sans discussion avec les ministres. Est-ce que c'est aussi ce que vous pouvez constater, vous, en tant que ministre? Non. Écoutez, je suis obligé de vous dire que je suis en désaccord, bien évidemment, avec cette affirmation, parce qu'il y a du débat au sein du gouvernement, parce qu'il y a un vrai esprit d'équipe, parce qu'il y a de la collégialité, et parce que la politique... Alors elle dit non, c'est la fin de la collégialité. Parce que il n'y aura la plus jamais de politique discussion du gouvernement, oui, elle engage chacun de nous. Chacun de nous comme ministre, et moi j'ai à cœur de la défendre parce que je suis fier du travail que nous faisons autour du Premier ministre et bien évidemment autour du Président de la République. Nous sommes dans une politique courageuse, nous sommes dans une politique qui produira des résultats, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut critiquer ce pourquoi on était solidaires hier. Vous l'avez rappelé, vous êtes un ami de Delphine Batho, vous la connaissez bien. Comment vous expliquez ces déclarations aujourd'hui? Moi, je ne suis pas là, je vous l'ai dit, pour faire de la polémique. Voilà. Mais elle tient quand même contre son camp. Il y a sans doute de l'amertume, mais je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On peut en effet être dans cette amertume, je l'entends bien, je la constate, mais ça n'explique pas et ça ne justifie pas les propos qui sont tenus, parce que je considère que c'est un vrai manque de respect vis-à-vis de l'équipe gouvernementale, vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis du Premier ministre. Et surtout, ça ne me paraît pas tout à fait cohérent, ni même crédible, parce que Delphine critique aujourd'hui ce qu'elle défendait encore avant-hier. Vous mettez ça sur le compte de l'amertume? Et en tout cas, un manque de loyauté vis-à-vis du Premier ministre et du Président de la République. Bien évidemment, oui. Parce que je continue de vous dire que la politique que nous conduisons est une bonne politique pour la France et une bonne politique pour les Français. Et qu'on a aujourd'hui besoin, nous la gauche, de nous serrer les coudes, parce qu'on a besoin d'être solidaires pour toujours donner confiance aux Français et produire les résultats qui sont attendus. Vous nous parlez de solidarité, mais Delphine Batho, je suis désolée, je reviens toujours à elle et à cette conférence de presse cet après-midi, elle se dit sûre que d'autres ministres partagent son constat noir sur le gouvernement. Mais pas moi en tout cas, loin de là. Et tous ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement sont parfaitement solidaires avec la ligne, avec le cap qu'a tracé le Président de la République et que met en œuvre aujourd'hui le Premier ministre et toute son équipe. Très bien, écoutez, je vous remercie Guillaume Garot, merci d'être venu répondre en direct à nos questions sur ce plateau. C'est un autre ministre, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, Monsieur Cazeneuve qui est au maquillage et qui nous rejoint tout de suite. Merci d'être venu en tout cas Guillaume Garot en direct cet après-midi. Bernard Cazeneuve qui sera dans l'hémicycle dans quelques minutes puisqu'a lieu le règlement des comptes 2012, du budget 2012 ici au Sénat, et puis après le débat d'orientation budgétaire. Mais Bernard Cazeneuve, je vais vous poser une question quand même sur la conférence de presse de Delphine Batho, puisque c'est ça qui fait aussi l'actualité cet après-midi. Elle accuse le gouvernement, elle dénonce le tournant de la rigueur.
Attendez, on va vous allumer votre micro. Le micro n'a pas été allumé. Je suis désolée. Tournant Vous la entendez, rigueur là ou pas alors? Non, je disais qu'il n'y a pas de tournant de la rigueur. Il y a des engagements que nous avons pris pendant la campagne présidentielle, le rétablissement de nos comptes. Ce sont des engagements d'ailleurs que nous avons portés avec Delphine Batho. Nous étions, elle et moi, porte-parole du candidat François Hollande. Nous dénoncions la situation des comptes qui nous avait été laissée et nous exprimions ensemble la nécessité de procéder au rétablissement de ces comptes. C'est difficile de rétablir les comptes quand la dette a doublé, quand le déficit du commerce extérieur s'est creusé, lorsque le déficit structurel de la France a augmenté de 70 milliards entre 2007 et 2012. C'est cela qu'il faut dénoncer. Et il faut dans l'effort de redressement des comptes que nous puissions témoigner de notre solidarité, parce que ce redressement est un exercice difficile qui implique du courage, de la détermination, du dialogue entre nous et de la cohésion. Comment vous expliquez alors les déclarations de Delphine Batho aujourd'hui? Il faut lui poser la question. Delphine Batho a été un ministre engagé, un ministre ayant du caractère, un ministre qui a témoigné d'une volonté. Elle a pris une décision à un moment donné de ne pas poursuivre sa mission en raison d'un désaccord qu'elle a exprimé. Je n'ai rien d'autre à dire. Elle a franchi la ligne rouge? Non, je ne veux pas faire ce type de commentaires. Beaucoup ont déjà été faits. Moi, je ne suis pas un censeur. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur des ministres qui ont pris des décisions qui les engagent. Je suis ministre du budget. Le ministre du budget doit faire en sorte que le redressement des comptes soit possible. Il doit le faire en étant à l'écoute de ses collègues. Et j'ai essayé d'être avec Delphine Batho comme avec l'ensemble des membres du gouvernement, parce que je sais la difficulté de l'exercice, à l'écoute, pragmatique, essayant de faire en sorte que les priorités des ministres soient possibles et que le redressement des comptes se fasse dans le respect de nos priorités. Et parmi nos priorités, il y a le développement durable et la politique de l'environnement. Il y a encore une volonté politique de mener mais non seulement il y a une volonté vers la transition politique, mais non écologique. seulement il y a une volonté politique, mais le budget de l'écologie ne connaît pas, si on tient compte de la particularité de ce qui s'est passé sur les transports, un sort moins bon que celui des autres ministères. Nous devons faire tous un effort. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture connaissent une diminution de leur budget, comme un très grand nombre de ministères, parce qu'on ne fait pas 14 milliards d'économies sans que cela se voie. Est-ce que ça veut dire que dans le budget, dans la projet de loi de finances 2014, il y aura des mesures fiscales qui iront dans le sens de la transition énergétique, comme taxer plus le diesel, comme une taxe carbone, comme le réclament certains parlementaires de gauche, par exemple? Nous nous sommes engagés à vertir la fiscalité française. Ça veut dire très concrètement qu'il y aura une fiscalité climat et qu'il y aura une fiscalité sur le carburant. Ce sont des engagements que le président de la République a pris. Et ces engagements seront tenus pendant le quinquennat. Ils seront précisés, comme toujours, lorsqu'il s'agit d'arbitrages fiscaux, au début du mois de septembre, avant la présentation de la loi de finances au Conseil des ministres, et seront discutés au Parlement. Nous avons l'intention de verdir la fiscalité. Nous allons avoir un grand débat sur la transition énergétique destiné à créer les conditions d'un développement des énergies renouvelables. Nous allons annoncer un ensemble d'investissements qui incluront des investissements autour des énergies de demain. Je veux rappeler que nous nous sommes battus avec le président de la République pour que le budget européen inclue des actions en faveur du développement des énergies de demain. La transition énergétique, le développement durable, le respect de nos engagements climat ne se décrètent pas, ils se construisent jour après jour dans la volonté et la détermination. L'action du gouvernement, c'est cela. Bernard Cazeneuve, une dernière question toujours en lien avec Delphine Batho. Elle assure qu'il n'y a pas eu de discussion directe entre le Premier ministre et les ministres concernés par les arbitrages sur leur budget. Est-ce que c'est vrai? Les choses se sont passées de la manière suivante. Le Premier ministre a envoyé une lettre de cadrage. J'ai reçu l'ensemble des ministres. Les cabinets ont travaillé ensemble et lorsque les ministres ont souhaité des arbitrages à Matignon, des réunions se sont tenues à Matignon en présence du Premier ministre et des ministres concernés pour qu'il soit procédé en présence du Premier ministre, en ma présence et en présence des ministres demandeurs aux arbitrages qui devaient être faits. Ça a été le cas avec le ministre des départements et territoires d'outre-mer, ça a été le cas avec le ministre du Travail. Est-ce que ça a été le cas avec Delphine Batho? Est-ce qu'elle a demandé ce genre d'arbitrage à Matignon? Cette réunion n'a pas eu lieu. En tous les cas, à mon niveau, elle n'a pas été demandée et nos cabinets ont travaillé ensemble de manière à ce que nous puissions aboutir à un accord. Très bien, écoutez, merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'être venu répondre à ces questions en direct sur notre plateau. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle. Débat maintenant. Voilà, exactement, pour le débat d'orientation budgétaire, pour la clôture du budget 2012 également. Jean Arthuis est avec nous également cet après-midi. Bonjour, merci d'être ici. Ancien président de la commission des finances du Sénat. Alors c'est vrai que ce débat d'orientation budgétaire pour 2014, il va être
important. Est-ce qu'on va faire l'économie, à votre avis, d'une hausse d'impôts? J'espère. Le gouvernement s'en défend. J'espère. Vous le croyez? Nous verrons. Je ne crois pas, car il y a quelques décisions qui ont été prises par la nouvelle majorité et qui vont impacter l'exercice 2014. Et donc, je redoute qu'il y ait en effet de nouvelles augmentations d'impôts. Or, la démonstration est faite que le matraquage fiscal ne produit pas les ressources attendues. Jean Arthuis, donc pas de hausse d'impôts, en tout cas vous l'espérez. En tout cas, on vient d'entendre Bernard Cazeneuve, il fait preuve d'un certain volontarisme budgétaire. Est-ce que ça vous plaît? Alors oui, s'il y a effectivement une réduction de la dépense publique. Or, l'épreuve du rabot, on l'a utilisée pendant des années, elle a atteint toutes ses limites. Il n'y aura d'économie effective et c'est une nécessité vitale que de réduire la dépense publique, mais à condition de procéder à des réformes structurelles. Elles vont venir, hein, la lourdes. réforme des retraites est annoncée. Oui, mais on a déjà dit qu'on ne toucherait pas aux régimes spéciaux, par exemple. Donc j'attends de vraies réformes structurelles. Par exemple, que l'on s'interroge sur la durée du temps de travail dans la fonction publique, qui n'avait pas été imaginé au début où les 35 heures avaient été conçues par Madame Aubry. Mais là, vous touchez presque à des sujets tabous, notamment pour la gauche, dans la Oui, fonction mais publique. Quand on voit que la droite n'a même pas été capable de mettre fin aux 35 heures... Mais je ne suis pas là pour, pour défendre la droite, car j'estime qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle devait entreprendre. C'est vrai pour les 35 heures, c'est vrai pour la TVA sociale. Alors qu'elle avait payé le prix, puisque, dit-on, on avait perdu 40 députés. Ayant payé le prix, on n'est pas passé à l'acte. Jean Arthuis, si vous êtes sur ce plateau, c'est parce qu'aussi vous avez écrit au président du Sénat, Jean-Pierre Bel, cette semaine, et vous avez dénoncé un Sénat à la peine qui ne pèse plus dans le débat public et donc politique. Oui, j'ai écrit au président qui venait de présenter le bilan d'activité du Sénat pendant la session ordinaire 2012-2013 avec une satisfaction que je ne partage pas du tout. En effet, on voit bien que les grands textes financiers, les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale ne sont pas votés. Il n'y a même pas de commission mixte paritaire. Ça, c'est un problème de majorité politique. Non, mais le Sénat doit être indépendant par rapport au gouvernement et par rapport au président. Que la majorité, qu'il soit de droite. On peut dire, alors que si certains textes sont rejetés et d'autres non, c'est que le Sénat est indépendant. Oui, mais et vote en fonction des textes c'est le fonctionnement même. du Sénat qui est en cause. Le pays est dans grande difficulté. Nos concitoyens se désespèrent du fait du montant abyssal de nos dettes, de notre incapacité à réduire nos déficits publics, de la montée du chômage. Et le Sénat ne peut pas être le spectateur d'une telle évolution. J'attends du Sénat qu'il aille au-delà des clivages politiques traditionnels et que nous puissions ici être le laboratoire de conception des réformes pour sortir des tabous que vous venez d'évoquer. Il faudra beaucoup de courage pour rompre avec nos traditions de gouvernance. Et je ne suis pas satisfait du fonctionnement du Sénat, comme si il y avait une sorte de résignation. Le gouvernement nous envoie des textes le jeudi. Aussi parce qu'il y a un certain embouteillage législatif quand on voit que 40 textes sont inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Le jeudi et le vendredi, ceci n'est pas satisfaisant et il est de la responsabilité du président du Sénat de rétablir l'autorité de l'institution. Peut-être que ça ira mieux avec la fin du cumul des mandats et que les parlementaires seront peut-être un peu plus si on disponibles pour faire supprime les fonctionner le cumuls Sénat. de mandats, ayons le courage de réduire le nombre de parlementaires. Et telle n'est pas l'orientation du texte qui nous est soumis. Merci Jean Arthuis d'être venu sur notre plateau. Nous accueillons maintenant Jean-Marie Bockel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez interpellé le gouvernement sur le rapport Duron, un rapport qui a été publié cette semaine autour des infrastructures de transport en France et du gel de certaines lignes ferroviaires importantes. Alors c'est un rapport qui a fait pas mal de bruit ici au Sénat, puisqu'évidemment les sénateurs sont très attachés à leur collectivité territoriale, à leur région, à leur département. Qu'est-ce qui vous déplaît tant dans ce rapport ? C'est pas tellement le rapport qui me déplaît. Monsieur Duron est un homme de qualité, il a fait un travail sérieux. C'est la méthode. On a le sentiment que on est en train de préparer l'abandon de la plupart des projets. Et je trouve que ça mériterait qu'on se donne quelques semaines. Le rapport Duron, ça a pris des mois. En quelques jours, on va avoir un arbitrage dont on devine déjà qu'il sera drastique, sans qu'on ait pu faire la part des choses. Vous savez, moi, je suis d'accord
qu'on économise en ces temps de difficulté. Je reconnais que le précédent gouvernement a fait une partie du travail, avoir une vision, déterminer des projets utiles pour l'avenir du pays, mais n'a pas terminé le travail. La question du financement n'était pas réglée. C'est vrai. C'est peut-être parce qu'on n'a plus les moyens de poursuivre ces grands travaux. Ça, c'est vrai aussi. On n'a pas les moyens de faire tout de suite. Donc, il faut hiérarchiser. Pour bien hiérarchiser, surtout en ces temps de crise, hiérarchiser ne veut pas dire tout mettre aux orties. Vous savez, moi, je me suis battu pendant 25 ans pour le TGV Est, le TGV Rhône, avec des gens comme Chevènement, avec des gouvernements de tous bords qui se sont succédés. On comprend que des projets puissent s'inscrire sur des temps longs. Mais pour hiérarchiser, il faut prendre des critères. Il y a des projets, par exemple le TGV Rhône que j'évoquais cet après-midi, qui sont des coûts partis, où près de 100 millions d'euros ont déjà été dépensés. Vous comprenez? Donc si on ne le fait pas, si on le reporte à 30 ans, c'est du gaspillage d'argent public. Ensuite, c'est vrai qu'il faut moderniser les infrastructures. Les voies, les nœuds ferroviaires. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais là, on a l'impression qu'il y a quelques projets qui sont retenus et que la plupart des projets sont reportés à 2030-2050. Alors, ça c'est pas de bonne méthode. Vous comprenez? Sortons de la polémique. Mais est-ce que Jean-Marie Bockel, vous avez l'impression qu'aujourd'hui en France, il y a des territoires où il est plus difficile de se rendre qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Bon. Je ne dis pas cela, car un certain nombre d'infrastructures se sont améliorées, d'autres ont vieilli. Mais par exemple, ce qui nous manque aujourd'hui et dans le rapport Duron et dans la méthode du gouvernement, c'est la vision européenne. Regardez la réponse du ministre tout à l'heure, les réponses, c'est toujours par rapport à Paris. Là, les lignes du Grand Est, Est et Rhône, c'est des lignes européennes, dorsales, transversales. Il y a dans les autres pays européens, par exemple en Allemagne, mais aussi en Suisse, mais il y a déjà des réseaux de trains à grande vitesse. Il y a aussi des trains qui ne sont pas à grande vitesse. Tout ne doit pas être à grande vitesse. Il faut que par rapport à cette Europe de la grande vitesse, nous complétions un certain nombre de maillons qui sont presque faits. Ça permettra de libérer d'ailleurs d'autres voies dans des secteurs encombrés pour des trains régionaux ou pour du fret. Et ce travail, même en temps de crise, même si on ne peut pas tout retenir, c'est un travail qu'il faut faire. Alors qu'on me dise il y aura du retard, qu'on me dise il faut revoir certains critères pour choisir, je peux l'entendre. Mais qu'on dise le rapport Duron tombe le 23 juin, et c'est un rapport dont on voit bien. J'ai cru à un moment donné qu'il tapait fort pour laisser au gouvernement la possibilité de débattre et de lâcher un peu de l'Est. Ce n'est pas le cas. Le Premier ministre a dit d'emblée, ce rapport est très bien. Ce qu'a fait le précédent gouvernement, c'était très mal. Et nous, nous allons le mettre en œuvre. Ça, si vous voulez, là par exemple en Alsace, tous les parlementaires, sénateurs, députés, grands élus de droite, du centre et de gauche ont signé ensemble un courrier que j'ai fait non polémique au président de la République. On ne sera même pas reçu. On sera reçu par le ministre des Transports le jour de l'arbitrage. C'est quand même un peu rageant, si vous voulez. Il s'agit de l'avenir du pays et des générations à venir. On compte en tout cas sur le pouvoir, le poids du Sénat, contrairement à ce que nous disait tout à l'heure Jean Arthuis, peut-être pour peser un petit peu sur l'avenir de ces infrastructures de transport. Les propositions d'Arthuis pour réhabiliter le Sénat sont pertinentes. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'être venu sur notre plateau. Et nous allons terminer cette émission en revenant sur la conférence de presse tenue par Delphine Batho cet après-midi. Elle est revenue sur les raisons de son limogeage du gouvernement. On va en parler avec nos deux dernières invitées. Tout d'abord Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes sénatrice du groupe Europe Écologie Les Verts. Et puis en face de vous Laurence Rossignol, sénatrice socialiste. Bonjour. Et surtout porte-parole du Parti socialiste. Alors Laurence Rossignol, je vais commencer avec vous. Vous avez entendu les propos très durs de Delphine Batho cet après-midi à l'encontre du gouvernement. Comment vous expliquez ces paroles? Elle tire franchement contre son camp là, non? J'ai pas suivi sa conférence de presse, j'étais aux questions gouvernement, mais j'ai lu ce qu'elle avait dit. Je crois qu'elle a fait l'objet d'une campagne média qui remonte à il y a déjà plusieurs semaines, très systématique, et qui visait à la pousser peut-être à là où elle est arrivée. Et ce que mettant en cause finalement sa compétence. Mettant en cause sa compétence. Or, j'ai travaillé, je suis responsable des questions d'environnement au Parlement, au Sénat. J'ai travaillé avec elle pendant 1 an. On peut dire des tas de choses sur tout le monde, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas compétente et qu'elle ne connaissait pas ses dossiers et qu'elle était une mauvaise ministre. On peut dire qu'elle n'était pas exubérante, ça oui, probablement, mais à aucun moment je n'ai vu Delphine Batho, ministre de l'écologie, dans cet hémicycle, faire des fautes sur les dossiers qu'elle portait. Nous avons fait plusieurs lois ensemble et à chaque fois j'ai eu en face de moi une ministre qui tenait ses dossiers, comme on dit. Alors comment vous expliquez son limogeage du gouvernement? C'est parce qu'elle a franchi la ligne rouge concernant le budget en préparation du gouvernement?
il est clair que le président de la République et le Premier ministre ont considéré que les propos qu'elle avait tenus étaient un franchissement de ligne jaune et qu'ils ont pris une décision qui est de leur ressort et de leur autorité, qui est le maintien de l'ordre dans le gouvernement. Ça, je ne peux pas le commenter. Mais il y a un soupçon quand même de 2 poids, 2 mesures au sein de ce gouvernement, puisqu'on a entendu à plusieurs reprises les propos d'Arnaud Montebourg. Il allait quand même beaucoup plus loin que Delphine Bateau, non, Esther Benbassa? C'est votre sentiment? Il y a eu d'autres ministres aussi. Mais là, je crois qu'elle réunissait plusieurs points faibles. D'abord, l'écologie ne pèse pas lourd au gouvernement, c'était une femme et puis elle n'avait plus de bonnes relations avec son mentor et dernièrement c'était aussi une femme qui ne pesait pas beaucoup comme Montebourg qui réunit quand même 17% des voix aux primaires, donc elle avait disons tous les défauts entre guillemets. Quand vous parlez de son mentor, vous faites référence à Ségolène Royal? Oui, tout à fait, elle était en mauvais terme, mais ce que j'ai lu dans la presse cet après-midi est quand même inquiétant. Tout le monde s'est quand même dit qu'elle n'est pas partie, elle n'a pas été renvoyée sans d'autres raisons, parce que les raisons données n'étaient pas suffisantes. Vous voulez dire que le gouvernement aurait cédé à des lobbies, par exemple, à des pressions de lobbies? Elle parle de ça. Je ne sais pas s'il faut la croire ou pas. Elle parle de l'influence des lobbies sur le président de la République. D'ailleurs, si on regarde de près les fuites dans la presse, ça devait être de l'Élysée ou de son cabinet, puisque quand même, depuis des semaines, il y a un bateau bashing qui est quand même assez important, n'est-ce pas? Son mauvais caractère, avec ses collabs et qu'elle serait incompétente, etc. Mais là, elle dit que quand même, le président directeur de Vallourec, qui est quand même une entreprise qui s'occupe de fabriquer des outils de forage, faisait pression depuis longtemps et il disait ici et là qu'on aurait sa tête, qu'ils auraient sa tête. Notamment du gaz de schiste. Oui, du gaz de schiste, bien sûr. Ouais. Donc, vous voyez, il y a de nombreuses raisons. Moi, ce qui me choque, c'est surtout ces connivences entre Mais c'est pas nouveau, ça, Esther Benbassa. Non, mais madame, c'est pas ça. C'est la connivence entre la directrice de cabinet de Hollande, madame Hubert, qui est la femme de... oui, mais ça fait quand même... ici, nous sommes en train de nous occuper des lois, et il y a une loi qui va arriver sur la transparence, etc. Maintenant, on voit encore une fois une affaire qui n'est pas très nette, n'est-ce pas? Oui, pour bien expliquer, Delphine Bateau l'a dénoncé effectivement lors de sa conférence de presse aujourd'hui, le fait qu'effectivement le PDG de Vallourec qui l'a mise en cause, Delphine Bateau, n'est autre que le mari de Sylvie Hubac, qui est la directrice de cabinet de Hollande. Est-ce qu'elle a tort de personnifier à ce point-là le débat, à votre avis, Laurence Rossignol? Non, mais je crois que Delphine Bateau, je le redis, on ne peut pas aujourd'hui laisser croire que pendant un an, ce gouvernement que je soutiens de toutes mes forces a eu comme ministre de l'écologie une incompétente. Ça serait un bilan mauvais et ce n'est pas le bilan. Après, elle a peut-être juste eu tort de s'opposer alors aux mauvaises personnes. Après, ce qui est clair, c'est que oui, mais à qui s'est-elle opposée? Souvenons-nous, il y a 3 semaines, un débat très dur entre Delphine Bateau et Laurence Parisot sur la question des gaz de schiste. Delphine Bateau incarne en effet dans le gouvernement la position du président de la République du refus d'exploitation des gaz de schiste par la fracturation hydraulique. De ce point de vue-là, elle a été perpétuellement attaquée par le MEDEF et en particulier par Mme Parisot, dont on lit aujourd'hui dans les journaux qu'elle souhaiterait continuer sa vie professionnelle dans une entreprise de gaz de schiste. Il est clair que l'écologie n'est pas un sujet petites fleurs, petits oiseaux et plantes vertes. C'est pas vrai. L'écologie, c'est un sujet économique aujourd'hui. C'est la question de l'énergie, la question de la transition énergétique. Et quand on prend le sujet de l'écologie, on ne fait pas simplement que de raconter quel va être le lien entre l'homme et la nature demain. On s'attaque au cœur du système économique de notre pays. D'où l'importance d'avoir un ministre en charge effectivement de l'environnement qui ait suffisamment d'appui politique pour asseoir son autorité. Mais le ministre en charge de l'écologie... C'est peut-être ce qui manquait un peu à Delphine Bateau, non ? Le ministre en charge de l'écologie dans un gouvernement n'est fort que s'il est soutenu par tout son gouvernement. C'est un sujet transversal qui est porté... Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte par exemple très bien les questions d'agroécologie, mais ce sujet doit être porté par tout le gouvernement, partagé, et la solidarité, elle doit jouer aussi sur des questions
comme celle de la transition énergétique, du grand débat, qui confronte des intérêts économiques et sociaux qui sont divergents, comme on le constatera dans les semaines qui viennent avec le débat transition énergétique. Esther Benbassa, combien de revers va-t-il falloir à Europe Écologie Les Verts avant de quitter le gouvernement, que ces ministres ne quittent le gouvernement? Oui, d'abord, c'est votre question qui m'étonne et qui n'est pas, c'est pas la première question de ce genre qu'on me pose depuis hier. Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, au RATSOC de pourquoi il ne quitte pas les militants Non, verts mais se la attendez, posent. laissez-moi, vous m'avez posé une question, j'ai envie de vous répondre. Nous sommes un parti de la majorité. Pourquoi voulez-vous que sur un épiphénomène comme bateau, on parte du gouvernement? Le problème, ce n'est pas bateau, c'est l'écologie. Est-ce que le gouvernement va s'engager dans les jours à venir? C'est ce qu'a fait le nouveau ministre, Monsieur Martin. Est-ce que le gouvernement va s'engager pendant ces rendez-vous? Il y aura la fin du débat sur la transition énergétique. Il y aura les investissements d'avenir. Est-ce qu'il y aura de l'écologie dans ces investissements que va la semaine prochaine mettre en valeur et déclarer le Premier ministre? Nous avons le rendez-vous de la loi sur la transition énergétique. Il faut voir si lors de tous ces rendez-vous, il y aura un engagement du gouvernement. C'est à ce moment-là qu'on prendra la décision. Pourquoi voulez-vous, parce que nous sommes écologistes, que nous partions sur un coup de tête? Mais quand on est dans la majorité, on respecte l'engagement qu'on a pris avec nos alliés. Et enfin, on pose cette question sans arrêt. On n'est pas des fusibles quand même. On a un nouveau ministre de l'écologie et de l'énergie, Philippe Martin, que je connais bien, qui est un ministre dont la compétence en matière d'écologie est identifiée, connue, ainsi que ses convictions. Il va devoir continuer ce qu'a engagé le gouvernement, pas simplement Delphine Batho, mais le Premier ministre et le Président de la République l'année dernière à la conférence environnementale, qui sont à la fois la transition énergétique, une grande loi. C'est un débat qui a pris quand même pas mal de retard, Laurence Mais Rossignol. non, le débat n'a pas pris de retard. Ce qui est très difficile, c'est d'arriver à élaborer un compromis sur des sujets qui ne sont pas consensuels. Ne croyons pas que la transition énergétique est un sujet consensuel. Il y a des intérêts économiques en jeu puissants, importants. Il y a aussi des emplois, bien entendu. Et quand vous mettez autour de la table les organisations environnementales, le patronat, les syndicats, tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là, il faut quand même quelques temps pour arriver à élaborer un compromis sur un sujet qui est extrêmement difficile et qui va impacter la vie des Français. Et nous voulons le faire. Nous voulons faire la transition énergétique sans dégâts sociaux, au contraire pour permettre aux foyers les plus démunis d'accéder tous à l'énergie. Voilà, un compromis qui prendra la forme d'un projet de loi qui devrait arriver peut-être au printemps 2014. Esther Benbassa, pour conclure, il nous reste une petite minute. Monsieur Martin a dit qu'il mettra en œuvre ces actes que demandent les écologistes. Espérons qu'il ira jusqu'au bout. Mais moi, je me pose une question, pas de langue de bois. Une seule question. Oui. Est-ce que Monsieur Hollande s'intéresse à l'écologie? Est-ce que le gouvernement s'intéresse à l'écologie? Voilà la vraie question. Lui a posé la question. Voilà, c'est la vraie question. Ce n'est pas bateau et l'autre, etc. Mais bon, il y a cette question, mais il y a aussi ces connivences. Le président de la République devrait quand même en rendre compte. Une fois, deux fois, je ne peux pas laisser dire, Esther Benbassa, qu'il y a des connivences et des suspicions. Les conseillers de l'Élysée ont aussi le droit d'avoir des épouses et des époux qui ont le droit de travailler dans la sphère économique. Tout le monde ne travaille pas dans la haute fonction publique. Il y a des gens qui travaillent dans la sphère économique. Sylvie Hubach, qui est la directrice de cabinet de François Hollande, a forcément plus de poids politique. Oui, d'accord, mais de là à faire, à laisser dire ce que vous venez de dire, Madame Benbassa, c'est impossible. Cette suspicion n'est pas légitime. Elle n'est pas digne. C'est pas moi, c'est Batho qui le dit. C'est ce qu'a dénoncé Delphine Batho aujourd'hui. Mais vous n'avez pas le répété. Disait, pourquoi? C'est dans la presse, hein, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau pour débattre. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire Public Sénat. À très vite.